Bonjour à tous, nous avons eu le plaisir de recevoir Swazik Kemener, qui est rédactrice en chef du service politique de Marianne après de nombreuses années au JDD. Et cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur son métier et son expérience. Bon visionnage à tous. Bonsoir à tous. Je travaille au journal Marianne où je suis en charge du service politique. Ça fait 1 an que je suis là-bas. J'y suis arrivée donc juste avant les attentats de Charlie qui ont eu un retentissement particulier dans le journal, puisque comme je disais tout à l'heure, on avait un dessinateur qui travaillait pour Marianne, qui travaillait aussi pour Charlie Hebdo. Donc voilà, c'est un journal très particulier, je m'en suis rendu compte tout de suite. Voilà. Alors avant, j'ai travaillé pendant 15 ans au journal du dimanche. J'y suis arrivée en stage en 99. J'ai un stage d'école de journalisme et j'ai eu la chance d'arriver au moment où ils créaient le Cahier Paris, qui existe toujours aujourd'hui mais sous forme de pages, puisque tous les journaux ont réduit leur pagination. C'est le cas aussi pour le Nouvel Obs qui n'a plus de Cahier Paris, c'est un cahier télé où il y a quelquefois quelques pages par alors j'ai pas regardé depuis longtemps si elles y étaient toujours. Donc j'ai commencé là-bas en pige. Ça veut dire que j'étais payée à l'article. Ensuite, j'ai été embauchée 6 mois plus tard, j'ai eu de la chance, c'était les embauches 35 heures. Et ensuite, j'ai commencé à travailler aux pages société du journal. Alors ce qu'il faut voir, c'est que c'était une époque assez particulière, puisque c'était à la fois l'ascension de Nicolas Sarkozy, et puis c'était le moment aussi où on avait beaucoup de sujets sociaux, qui étaient d'ailleurs en regard de ça. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup travaillé sur les sans-papiers, sur les enfants, sur les parents d'élèves, les parents sans-papiers d'élèves scolarisés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait tout un mouvement. Ça, c'est sur les premiers démantèlements de camps roms, etc. Donc ça a été une période très très riche en société à ce moment-là. J'avais pris des petites notes pour rien oublier. J'avais aussi travaillé sur les manifs contre le PR de Flamanville. Enfin, c'était une époque en fait où la société civile était presque beaucoup plus active que maintenant. Elle était moins sous les ténioirs. On a l'impression que là, il n'y a pas beaucoup de manifs. Les dernières grandes manifs, c'est quoi? Alors, il y a les manifs évidemment, mais qui sont très particulières contre le mariage pour tous. Mais sinon, les dernières grandes manifs, moi, que j'ai couvertes, c'est 2010, la réforme des retraites de François Fillon. Donc, entre début des années 2000, c'était vraiment un moment où la société civile se mobilisait, et donc c'était super intéressant de le suivre en tant que journaliste. Donc j'ai été longtemps au service société du journal du dimanche, en sachant qu'on nous envoyait en reportage un peu partout en France. C'était encore l'époque, même si au JDD c'est toujours vrai, où les journaux ont de l'argent, donc j'étais en reportage 2 jours par semaine à peu près. Donc ça a duré pendant assez longtemps. Et puis en 2007 ou 2008, on a eu un nouveau directeur de la rédaction, et puis qui a décidé de spécialiser les journalistes. Alors ce qui est pas mal pour se vendre dans les autres journaux, parce qu'un reporter finalement il peut faire à peu près tout. On le met, par exemple, il y a plein de reporters qui sont allés, ils ont fait un super boulot, suivre le 13 novembre les attentats, parce qu'ils habitaient ici dans le quartier, parce qu'ils sont allés voir. Mais un reporter, il a des compétences globales et générales, mais c'est vrai que c'est plus facile après pour un journaliste de réussir à changer de journal. Hein, on est toujours dans une optique d'orientation et de progression de carrière, c'est pas un objectif intellectuel, hein, là je vous parle de progression, de se spécialiser. Donc moi je me suis spécialisée, mais à la demande du directeur de la rédaction. Santé, ça n'a pas duré longtemps parce que c'était vraiment pas mon truc, j'étais pas bonne, ça me plaisait pas, donc il faut savoir reconnaître quand on sait pas faire. Et ma collègue qui suivait l'environnement trouvait que la santé c'était très bien, et puis moi je trouvais que l'environnement c'était pas mal du tout, donc on a échangé. Ça suffisait pas, donc l'idée c'est de proposer aussi des choses pour créer son propre poste, et donc c'était le moment où Benoît XVI venait d'accéder, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de Benoît XVI, venait d'être nommé pape, d'être élu pape, et donc je l'ai suivi, j'ai proposé de suivre les religions, en sachant que c'était un sujet transversal qui me permettait de faire un peu la même chose qu'auparavant, c'est-à-dire plein de reportages, suivre Benoît XVI au Cameroun, en Israël, enfin d'avoir vraiment une vision. C'était un prisme pour observer la société, mais ça permettait d'observer l'ensemble de la société. Et c'était passionnant puisque c'était le moment où Benoît XVI, justement, donnait une nouvelle voix aux traditionalistes. Donc c'était l'occasion d'aller voir des gens qui suivaient des messes en latin. C'était le moment où il faisait des déclarations controversées sur le préservatif, qui ne permettait pas, selon lui, d'endiguer l'épidémie de sida en Afrique. Donc c'était l'occasion aussi d'aller dans des maternités en Afrique pour expliquer comment on faisait pour que les femmes séropositives ne transmettent pas le virus à leurs enfants. Donc il y avait plein de reportages. C'était une période très très riche et intéressante d'un point de vue journalistique. Donc ça c'était avant 2010. En même temps, en parallèle, comme
le JDD est un journal où les gens sont quand même, doivent pouvoir travailler dans plein de secteurs, j'ai suivi aussi un petit peu Sarkozy. C'est-à-dire que parce que Sarkozy épuisait les journalistes qui étaient en politique, donc de temps en temps, on envoyait des gens d'autres services parce qu'ils n'en pouvaient plus, tout simplement. S'il y avait trop de reportages tout le temps, ils étaient crevés, donc on venait en remplacement. Donc j'ai commencé à le suivre à ce moment-là. Et puis il y a eu Copenhague, la conférence de Copenhague, comme je suivais l'environnement. Là, j'ai suivi Jean-Louis Borloo, qui faisait une tournée préparatoire à la conférence de 2009, donc une tournée en Asie. Et c'est là où j'ai vu la politique à l'œuvre. Alors, je suis rentrée j'ai commencé à suivre la politique, en fait, par le bon côté, c'est-à-dire par l'action, ce qui n'est pas tout le temps vrai. Parce que souvent, là, enfin, à Marianne, c'est moins vrai, mais on peut suivre souvent des querelles qui ne nous élèvent pas. Donc, il faut essayer de trouver... faut essayer de trouver des façons de traiter ça. Et donc, la conférence de Copenhague, ce qui était passionnant, c'est qu'il y avait donc plein de chefs d'État, comme vous avez pu le voir à la conférence, à la COP 21 qui se tient en ce moment au Bourget. Il y avait une vraie volonté d'aboutir à un accord, c'était passionnant de voir, ils sont tous venus, ils ont discuté des nuits entières, et puis finalement, ça n'a pas fonctionné puisque ça a chopé sur la crise. Mais c'était un moment très important de la bataille pour l'environnement. Donc c'était intéressant de suivre ça. Et comme j'avais suivi ça et que c'était très politique, quelqu'un a quitté le service politique du JDD, et là, j'ai présenté ma candidature pour, donc j'étais dans ce journal-là depuis 11 ans pour aller au service politique. Et au service politique, là, j'ai suivi la droite. Alors, ce qui est très bien quand on est journaliste politique, c'est qu'il y a c'est un métier de chien. Tout le monde, on a l'image des gens qu'on voit à la télévision. Il y a un côté très paillette au métier, les grands intervieweurs, etc. Mais c'est pas le vrai, mais le journaliste politique qui commence, qu'est-ce qu'il fait? Il doit être partout où sont les politiques en permanence. Et c'est ça qui est épuisant, c'est qu'on a en fait son emploi du temps. Quand on est en société, on fait ce qu'on veut, on prend ses rendez-vous, on fait son reportage, on s'organise, on est maître de son temps. Tandis que moi, ça m'est arrivé de patienter des heures dans un couloir de TGV bondé pour attendre qu'un homme politique daigne venir nous voir. Il faut savoir ça. Vous voyez des reportages, vous entendez des reportages à la radio, vous lisez mais c'est ça, il y a un côté très dépendant et qui est assez épuisant des politiques. Et en même temps, il y a un côté décryptage qui est passionnant, et puis il y a aussi l'action publique qui est toujours intéressante de décrypter. Donc moi, j'ai suivi Nicolas Sarkozy de 2010 à 2012, forcément. Donc j'étais à la Mutualité le soir de sa défaite, le moment où il fait ce faux discours de départ. Puis ensuite, il s'est trouvé quelque chose d'assez amusant, c'est que je continue à suivre la droite, et puis je m'étais dit, je suis arrivée en politique, je suis plus le pouvoir, maintenant on va s'ennuyer un petit peu. C'est là où sont arrivés Jean-François Copé et François Fillon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, mais c'était très riche. Donc en fait, on a à peine eu le temps de se reposer, tout est relatif, mais de la présidentielle, pour suivre cet épisode-là. Et puis après, on s'est rendu compte que Nicolas Sarkozy n'avait pas du tout envie de décrocher. Et donc, on s'est mis à suivre Nicolas Sarkozy comme s'il était encore président de la République. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le même budget, il n'y avait pas les mêmes déplacements, bonsoir, mais il fallait encore suivre Nicolas Sarkozy, qui finalement parlait plus que François Fillon, qui était pourtant, lui, dans la vie active. Donc, ça a été un moment c'était assez intéressant parce qu'il jouait beaucoup avec les journalistes, donc il fallait raconter ça, il fallait le mettre en scène, il ne fallait pas être dupe non plus de ce qui était en train de se passer. Donc moi, ça a duré jusqu'en 2014, et là j'ai eu une proposition du journal Marianne qui n'avait pas de rédacteur en chef politique, c'est-à-dire que la politique à Marianne c'est fait par le directeur de la rédaction, parce que c'est un sujet tellement important à Marianne, c'est tellement dans l'ADN de Marianne, que de toute façon le vrai chef du service politique, c'est le directeur de la rédaction. Seulement, il fallait quelqu'un, parce qu'un rédacteur en chef, c'est ça, on en vient au sujet de ce soir, c'est le jambon dans le sandwich, c'est-à-dire qu'il doit passer c'est un lien, en fait, entre la rédaction, entre les reporters et le directeur de la rédaction, dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire qu'on me fait des propositions de sujets que je rassemble, que je présente au directeur de la rédaction, et de l'autre côté, le directeur de la rédaction me dit ce qu'il aimerait éventuellement faire. Je prends le cas, alors je suis vraiment désolée de les avoir oubliés, mais du journal de cette semaine. Donc en gros, la une, c'est Marine Le Pen
avec le collier de la Grande Croix de la Légion d'honneur, c'est la photo de Pompidou qu'on a détournée. On a enlevé la tête de Pompidou, donc c'est dans la bibliothèque de l'Élysée. On a mis la tête de Marine Le Pen et on a mis 18 mois pour empêcher ça, pour éviter ça, parce que c'est le premier tour des régionales nous a donné cette lecture-là. En sachant que ce journal-là qui paraît, moi je l'avais aujourd'hui, donc il paraît demain matin, on y a pensé, on avait cette illustration dès jeudi la semaine dernière. Donc ça veut dire qu'on travaille vraiment à jour plus 10. Donc le directeur de la rédaction, Joseph Massescaron, a discuté avec le directeur délégué qui est Éric de Couty. Ils ont discuté ensemble. Joseph Massescaron a proposé ça et ensuite, nous, on a travaillé autour de cette idée. C'est-à-dire, on s'est dit comment on traite le Front National, comment on traite le Front... C'est l'éternelle question, en toute façon, qui est posée à tous les journalistes politiques. Comment on traite le Front National? Comment on traite le Front National dans cette période si particulière où il n'est pas à 15%, il est à 30%? Est-ce qu'on le traite comme avant? Est-ce que si on fait ça, on n'est pas dans la diabolisation gratuite? Mais est-ce qu'il ne faut pas mieux expliquer? Il y a plein de questions qui se posent sur la façon dont on peut traiter le FN. Et donc, on a eu beaucoup de réunions. C'est-à-dire qu'on a fait une réunion de service assez vite autour de cette couve pour voir comment on pouvait dérouler ça. On a refait une réunion lundi matin. Lundi matin, les choses étaient calées. Un article en plus pour expliquer justement comment on pouvait l'éviter, la révolution des partis, comment respecter la laïcité, enfin tous les thèmes qui sont chers à Marianne mais qu'on a déclinés. Joseph Massescaron et Éric de Couty ont fait un article parce que c'est important que ce soit eux qui le fassent parce qu'ils s'engagent et que c'est un article militant puisque c'est Marianne, c'est encore une fois c'est particulier. Ensuite, le spécialiste du FN a fait un décryptage du programme et il est allé lundi matin, il y avait une conférence de presse d'une structure qui fait un très bon boulot qui s'appelle l'Observatoire des radicalités politiques qui appartient à la Fondation Jean Jaurès. Il est allé donc lundi matin, il avait calé déjà le rendez-vous avec Jean-Yves Camus, qui l'a interviewé dans le journal. Donc, en gros, les articles, ils ont été rendus lundi soir et mardi midi. Ça a été mis en page, corrigé, en page mardi soir, encore un peu mercredi matin, le journal bouclé mercredi midi, l'édito à 17h mercredi, et on l'avait donc au journal jeudi matin, et nous, on est le seul hebdo qui sort le vendredi, puisque les autres sortent le jeudi ou le mercredi. C'est pas obligé. Moi, j'ai adoré être reporter mais c'est vrai qu'à un moment, de toute façon, ça n'existe plus. Un journaliste qui commence dans un canard et qui finit 30 ans plus tard. Mais c'est dans tous les métiers comme ça. De toute façon, je vous apprends rien. Donc, l'idée aussi, c'est pour évoluer, comme les entreprises de presse, de toute façon, sont figées, sont dans des problèmes économiques. Vous voyez bien que tous les groupes dégraissent. Moi, j'étais dans le groupe Lagardère. Ils ont vendu des magazines. Mais voilà, c'est une logique qui est en place global. Donc pour changer, pour progresser, pour évoluer, il faut changer de journal. Donc c'est plus facile, on n'est pas obligé de faire ça, mais c'est plus facile de changer de journal. Moi, on est venu me chercher parce que j'étais en politique sur la droite. Alors, il y a quelqu'un qui s'occupe de la droite à Marianne, qui s'appelle Thibaut Pézra, qui vient du LAM. On a été pas mal à être recrutés en même temps, justement dans la perspective de la campagne présidentielle qui s'annonce et qui va commencer. Alors là, vous avez vu que ça commence déjà avec les régionales, mais qui va commencer par la primaire à droite, qui est programmée pour novembre prochain. Donc il fallait des gens qui connaissent bien Juppé, qui connaissent bien Sarko, qui connaissent bien Fillon, et puis qui connaissent aussi les petits NKM, Bruno Le Maire, etc. Il faut être capable de décrypter ce qu'ils font très vite. À Marianne, c'est ça. Il faut décrypter ce qu'ils font très vite et ensuite faire des propositions qui ne sont pas mainstream, c'est-à-dire pas des choses qu'on va retrouver à la fois dans d'autres magazines qui n'auront pas la même tonalité que nous, et puis dans les quotidiens du lendemain. En fait, évidemment, et c'est ce que je faisais au départ, mais le problème de ça, c'est que vous devenez corvéable à merci. C'est ça, parce que du coup, vous dites jamais non. Enfin, disons qu'au départ, dans l'aspect découverte du métier qui est fantastique, je sais pas, moi j'ai commencé à 22 ans, c'était extraordinaire, le monde était ouvert, je pouvais aller n'importe où, c'était fabuleux de pouvoir se dire que j'arrivais au journal, on me disait il y a eu un tremblement de terre en Italie, hop, j'allais en Italie, et c'était super intéressant et c'était enrichissant. Mais le problème, c'est que si vous voulez sortir des vraies infos en reporter, voilà, pour raconter, pour dire, pour voir, pour donner à lire, c'est possible. Mais quand vous voulez vraiment sortir des infos, vous êtes obligé de vous spécialiser, tout simplement parce qu'il y a
Il y a des interlocuteurs récurrents, des interlocuteurs qui vont finir par vous faire confiance, c'est-à-dire qu'ils savent que vous ne trahissez pas les offres, que vous gardez bien les sources. Donc au fur et à mesure, ils vous donnez de plus en plus d'infos. Alors en même temps, il y a toujours un risque. Il y a pas mal d'entreprises de presse et je trouve ça assez malin. Alors, nous, on n'est pas assez nombreux de toute façon pour le faire, mais par exemple, à l'Agence française de presse, l'AFP, les gens, je ne sais plus, je crois que c'est 3 ans, ils restent 3 ans sur un poste et ils changent. Et en politique, moi, je trouverais ça assez ça. Alors maintenant, comme je suis rédactrice en chef, je couvre tous les secteurs, mais j'ai des collègues qui suivent la gauche depuis 15 ans. Moi, ça me pose un problème parce que c'est devenu leurs amis. Donc, alors, il y en a qui arrivent à garder la barrière sans problème, mais c'est dur, c'est super dur. Donc moi, je trouve ça assez sain. À l'époque où je suis arrivée au JDD, il y avait 2 personnes au service politique, 2 femmes, et au bout d'un moment, elles ont échangé. Elles ont dit, bon, bah, tu fais la droite, je fais la gauche, et j'ai trouvé ça très sain comme manière de fonctionner. Et l'AFP aussi, c'est dans cet esprit-là, ils changent. Pas seulement pour ça, mais aussi pour ça. Bon, de toute façon, il faut aller voir les gens. Il faut jamais s'empêcher de le faire. Alors, être mal reçu, ça fait partie du boulot. Moi, j'ai fait des faits divers, on ouvre des portes, on se les fait envoyer dans la figure. Enfin, c'est le jeu, et c'est le principe, et il faut se déconnecter de ça et faire son boulot. Ce qui est vrai, c'est que moi, je me suis retrouvée, c'était pendant les grèves étudiantes, je sais plus quand, enfin, au milieu des années 2000, à Tours, devant un amphi, et ils ont voté pour savoir s'ils me répondaient. Parce que j'étais du JDD et ils considéraient qu'ils n'avaient pas à répondre à ce média. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, j'ai pris la parole et je leur ai dit, bah, écoutez, je viens faire mon travail, je viens de dire ce qui se passe. Si vous ne voulez pas qu'on me dise ce qui se passe, moi je suis juste journaliste. Après, vous pouvez me mettre tout le groupe sur le dos. Je suis ravie de travailler pour ce groupe-là, ça ne vous plaît pas voilà, donc il faut y aller de cette façon-là. Et de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Oui, bien sûr, il y a les journaux sont en difficulté. Oui, bien sûr, il y a des contraintes économiques qui font que le journaliste, il doit faire avec ces contraintes-là. Mais je pense que ça n'empêche pas de faire son travail de façon correcte, honnête et avec une subjectivité assumée. Ça, on peut le faire. Mais oui, ça m'est arrivé. Alors, ce qui est très marrant, c'est que Marianne, on a des réactions qui sont opposées diamétralement parce que les gens placent quelque chose en Marianne, je me rends compte depuis 1 an, placent quelque chose de très fort, c'est-à-dire que c'est un journal de combat. Donc par exemple, juste après les attentats de Charlie, nous on avait titré sur le combat continue avec un point levé. Enfin, on est toujours sur des unes très très fortes. Donc les gens s'identifient. Et moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver à un meeting. Alors c'était un meeting assez particulier puisque c'était la fête de la Rose à Frangy-en-Bresse au mois d'août dernier avec Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances grecques. Et il y a des gens qui sont venus me voir et comme j'étais en train d'écrire et qu'il pleuvait, il y a quelqu'un qui m'a dit je vais vous tenir le parapluie. Et puis il me dit vous êtes de quel journal? Et puis je dis Marianne. Il me dit alors je vais vous tenir le parapluie mais toute la journée. Parce que il y avait un truc un peu militant. Voilà, alors après il faut aussi garder la distance quel que soit l'endroit où on est, mais et il voulait aussi il y avait d'autres personnes qui voulaient que je décrypte ce qui était en train de se passer parce c'est une demande très très forte et qu'on voit aussi sur les papiers qui fonctionnent sur le site internet, c'est-à-dire que les gens viennent chez Marianne pour avoir des infos, mais ils viennent surtout pour avoir une décryptage et une vision du monde. Même s'ils ne sont pas obligatoirement d'accord avec ce qu'on écrit, mais en tout cas ils s'attendent. On a des plumes, on a des gens qui sont là depuis très très longtemps, qui connaissent, qui ont une culture. C'est un journal où les gens sont très très cultivés, donc ils attendent ce décryptage-là, c'est très attendu. Ah ben ça c'est une vraie question. Alors surtout que au JDD, j'étais dans le journalisme d'information. Tandis qu'à Marianne, c'est différent. Là, il faut... et puis aussi, c'est le poste qui veut ça. C'est-à-dire qu'un reporter, il va raconter ce qui se passe, il va analyser la situation. Tandis que moi, je suis justement dans un poste charnière où je commence à donner mon opinion, mais par petites touches, étayées, etc. Et après, les éditorialistes en tant que tels donnent vraiment leur opinion. Et de toute façon, là, vous avez bien vu que la société avait bougé. On a toute
on a une parole beaucoup plus clivante. En plus, tout ça, c'est accentué par les émissions de télévision. C'est-à-dire que pour représenter le journal, on va à des émissions de télévision. On est plusieurs dans le journal à y aller. Et c'est vrai que le filet d'eau tiède a toujours du mal à se faire entendre. Donc, c'est encore accentué par ça. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une barrière. Je pense que la barrière, c'est l'honnêteté. Enfin, non, ce n'est pas une barrière d'ailleurs. Je pense que le point commun, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire que moi, quand je donne une opinion, c'est parce que j'ai lu avant, j'ai réfléchi, et c'est une opinion que j'estime honnête, parce que pas préconstruite, parce que pas venant d'un préjugé, mais issue de mon boulot. Voilà. Alors, disons que je ne peux pas préjuger de ce qui va se passer, et évidemment, je ne peux pas vous dire quelles seront les dernières déclarations et quel sera le programme de Nicolas Sarkozy s'il est candidat, s'il remporte la primaire, etc. Mais je sais que nous, on sera du côté de la République et on regardera qui est le moins républicain des deux. Ça se jouera comme ça. Et je pense que Nicolas Sarkozy a toujours eu des discours très très durs. Enfin, ça, c'est mon avis et je n'engage pas le journal, encore une fois, parce que cette discussion, on l'aura si ça arrive dans 18 mois. Mais je pense que Nicolas Sarkozy a toujours eu des discours qui étaient, parfois borderline. Je pense au discours de Grenoble, je pense à la campagne présidentielle de 2012 avec la buissonisation des idées, etc. Mais qu'une fois au pouvoir, même si on peut l'accuser avec ses discours d'avoir fait déplacer le centre de gravité de la politique française, et je pense qu'il en est responsable en partie, dans ses actes, de ce que je vois de son quinquennat, il n'y a pas les choses qu'on pourrait craindre de la part de Marine Le Pen. Voilà, je pense, comment on se définira. On choisira le moins pire. Hein, c'est toujours comme ça. Alors, je vais vous dire qu'il aurait fallu, en fait, pouvoir réussir à faire le vote en Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Alors là, je ne parle pas d'un journal d'opinion, mais c'est intéressant de voir ce qu'a fait La Voix du Nord. De faire donc cette une en me disant pourquoi Marine Le Pen nous inquiète. Est-ce qu'on sait ce que ça a donné avant? Est-ce qu'on sait ce que ça va donner après? Je ne sais pas. Est-ce que Marianne change quelque chose? Je peux pas répondre à cette question. Il faudrait un sondage, il faudrait des études. Nous, en tout cas, on voit les réactions. C'est-à-dire qu'on a un journal qui a ceci de particulier, c'est qu'on est beaucoup vendu en province. Et donc, encore une fois, nous, j'allais dire le microcosme, mais j'aime pas cette expression. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un journal de province. Et donc, on s'en rend compte quand on se déplace, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, des croisières, des débats, etc. Parce que le journal a une grande tradition de rencontres avec les lecteurs, et qu'il y a une demande de décryptage. Après, c'est une demande qualitative. Quelle est la demande quantitative? Ça, je suis incapable de vous répondre. Je peux vous dire que en revanche, quand on fait la une Continuons le combat, juste après les attentats de Charlie, c'est une qui suscite beaucoup d'adhésion de la part des lecteurs, parce qu'ils ont envie de porter ce journal, ils ont envie de le tenir, parce que ça signifie quelque chose, ça devient un slogan en fait. Et souvent, les unes de Marianne, si vous voyez, ça peut devenir des slogans. Alors, on n'a pas créé de parti politique Marianne, mais il y a dans l'idée toujours c'est intéressant d'ailleurs, parce que moi je venais d'un journal qui était totalement différent, mais quand je suis arrivée aux premières conférences de rédaction de Marianne, il y a toujours la discussion de qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en titre, qu'est-ce qu'on va dire aux gens, qu'est-ce qu'on décide, et alors quel est l'avis de Marianne? Ça, pour moi, c'était nouveau, mais il y a une discussion. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je suis invitée sur un plateau de télé sur des sujets économiques, ce qui n'est pas du tout mon cœur de métier, je vais voir les personnes qui s'occupent d'économie et on discute. Et on voit voilà, la position de Marianne. Il y a un manifeste d'ailleurs qu'on m'a donné quand je suis arrivée en plusieurs points, avec voilà ce que pense Marianne là-dessus. Marianne est pour l'art proportionnel. Marianne, enfin, il y avait vraiment tout un vademecum. Je ne suis pas tenue de le suivre à la lettre, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais il y a une structuration très forte du journal. C'est autour justement de valeurs communes que sont la laïcité, la République et toujours la République. Ça, c'est super important. En fait, je sais. Une espèce de course à l'exclu, en fait. Enfin... Non, mais la course à l'exclu, elle a toujours existé. Moi, par exemple, j'ai suivi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire épouvantable. C'était la disparition de la petite Estelle Mouzin à Guermantes. Donc moi, j'étais la première journaliste à arriver chez sa mère. Et en fait, il y avait la queue. C'était horrible. Donc, je suis arrivée la première. Elle m'a parlé. Je suis partie.
est-ce que c'était du journalisme de spectacle? En même temps, il fallait raconter, Ouais, voilà, il fallait expliquer. Et pour la mère, c'était important de parler à des journalistes parce que sa fille, à l'époque, elle pensait qu'elle allait encore la retrouver. Donc c'était important de donner le plus de détails possible, d'expliquer le plus possible parce que les enquêteurs... alors moi, j'étais toute jeune journaliste, mais je l'ai appris après, les enquêteurs conseillent aux parents de faire comme ça. Pour que ça ait le plus de retentissement possible. Donc plus c'est dans les journaux, plus... C'est pour ça qu'on se demande toujours pourquoi les parents des enfants disparus parlent, mais en fait il y a une vraie raison. Donc ça, c'est quoi? C'est du journalisme spectacle ou pas? Évidemment on se pose la question, est-ce qu'on est un peu voyeur ou pas en permanence? Ouais. Mais donc déjà, première chose. Ensuite, après on peut dire BFM, iTélé, c'est du spectacle. Ok, mais j'y participe, moi j'y vais sur... Vous voyez Ouais, bien sûr, tout à fait, ouais. Donc il faut toujours... Et puis moi je les connais bien, les gens d'ITélé et de BFM, ils sont debout pour suivre les événements à partir de 7h du matin et ils partent à 23h. Enfin je veux dire, c'est un vrai boulot, c'est super dur. Il faut être capable de réagir dans la seconde si quelqu'un dit une bêtise, etc. Enfin c'est une acrobatie intellectuelle incroyable. Donc... Et puis il se trouve que les gens regardent BFM. Alors on a vu qu'il y avait eu certains excès qui ont été corrigés pendant justement les attentats de Charlie, avec la révélation d'otages, cachés à certains endroits. Mais moi je trouve que ça s'est... On ne peut pas dire bien parce que c'est tellement épouvantable, mais que le 13 novembre, moi j'ai trouvé globalement que les infos n'étaient pas données quand c'était dangereux. J'ai trouvé que globalement, il y avait quand même un séquençage dans l'information qui fait qu'on se réveillait le matin. Les gens avaient une information à la fois à la télé, à la radio, qu'elle était vérifiée. Il n'y a pas... j'ai pas regardé ça de très près, vraiment à la loupe, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de bêtises de fait. Et puis c'est toujours plus facile pour moi de dire moi je fais pas de bêtises parce que je parais une fois par semaine, et puis d'accuser des gens qui bossent toute la journée. Enfin, je veux dire, en termes, il y en a pas tant que ça des bêtises quand on voit le flow et la matière et le boulot qui est donné. Donc voilà, après il peut y avoir des cas, on peut s'interroger sur le fait que les politiques aient réfléchi leurs actions et le découpage de leur journée en fonction de BFM et d'ITélé. On peut discuter de la place qu'ils ont pris, mais je regarde, la vente des journaux baisse et l'audience des chaînes monte, donc il faut tenir compte aussi de cette réalité-là. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas un discours militant contre les chaînes info parce qu'ils font leur boulot et que je respecte le boulot globalement. Déjà, il y a un curseur personnel. En plus, il faut savoir qu'à partir du moment où on travaille... Alors, je lisais tout à l'heure en venant, il y avait un truc intéressant sur le blog de Slate. Ils avaient interrogé des journalistes, justement, qui avaient travaillé le 13 novembre. Des gens qui habitaient là, autour, et puis qui étaient arrivés les premiers sur les lieux, alors qu'il y avait encore des cadavres, etc. Et ils expliquaient qu'en fait, ils se mettaient en pilotage automatique. Et donc, ils font leur travail, mais ils font sujet, verbe, complément, ils appliquent toutes les règles habituelles du journalisme et ils font attention, justement, c'était fait de façon très correcte de ce dont je me souviens. Et là, c'est pareil, sur une affaire comme l'affaire de la petite Estelle Mouzin, le but, c'est pas de faire pleurer, c'est d'expliquer ce qui est passé, chacun a son propre curseur, et puis il faut savoir qu'un journaliste, il est relu, d'abord par un correcteur, un journaliste de presse écrite, il est relu aussi par un chef de service, et puis il y a peut-être des fois un troisième niveau de relecture. Donc je pense que s'il y a des adjectifs qui se promènent, ils peuvent aussi être modifiés. C'est ça, c'est un travail, c'est un long travail d'élaboration, un journal. Enfin, c'est pas un journaliste tout seul qui met son texte comme ça, c'est pas vrai. Moi quand je relis un texte, je le passe ensuite au directeur de la rédaction ou au directeur délégué de la rédaction, c'est envoyé ensuite à un correcteur, c'est envoyé ensuite au maquettiste, c'est envoyé ensuite au secrétaire de rédaction et c'est relu par le chef des éditeurs et ensuite c'est accroché au mur. Donc n'importe quel journaliste peut descendre et s'il y a un souci, on en discute. Donc le niveau de relecture est énorme. Alors, il peut toujours y avoir une bêtise, mais globalement, il y a beaucoup de filets. On n'a pas de correcteur sur le web, mais on a une rédactrice en chef web qui fait très bien son boulot et qui repère s'il y a des fautes, parce que c'est vrai que quand on écrit vite, etc., on peut toujours en faire. Mais il y a un niveau de relecture. Et là, tout à l'heure, par exemple, j'ai fait un papier sur le net avant de partir qui va être mis en ligne dimanche. Je l'ai fait relire par le directeur délégué de la rédaction. J'étais pas obligée, mais en même temps, je préfère parce qu'on n'est pas omniscient et que pour moi, le journalisme, c'est quelque chose qui se fait ensemble.
C'est-à-dire qu'on fait un journal ensemble, on peut faire des bêtises ensemble aussi, mais en général on évite, mais c'est ça qui me plaît aussi, c'est que c'est très participatif. Et quand on est journaliste politique, et qu'on se retrouve à attendre pendant des heures avec des collègues que quelqu'un sorte, qui parle et tout ça, ou quand on est en train d'analyser un discours, hein, parce qu'il faut repérer la petite phrase, et si on est fatigué, elle peut nous échapper. Enfin, on n'est pas infaillible non plus, donc il y a une discussion qui s'établit, qui est même transversale de journaux à journaux, et ça c'est vraiment intéressant. Et c'est pas pour autant qu'on va arriver à une information stéréotypée, pas du tout, parce que chacun après analyse, écrit comme il veut, analyse comme il veut, et en fonction de la ligne de son journal, et enfin voilà. Mais il y a une discussion qui est très forte, et je pense que c'est important. C'est pas du corporatisme, c'est juste parce que c'est un métier où on peut faire énormément de bêtises très vite, quoi. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Et comme l'attention, elle doit être vigilante en permanence, qu'au bout d'un moment on fatigue, c'est important de discuter avec les autres, je trouve. En fait, on est dans la discussion. C'est-à-dire qu'on discute des angles avant. Alors après, si c'est un reportage, de toute façon, le reporter va voir. Et après, on est dans une discussion permanente. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on n'a pas une réunionnite, mais on discute en permanence. On dit, est-ce que tu as vu ça? T'as regardé ça? T'as vu cette déclaration? Qu'est-ce que t'en penses? Et puis je me souviens, on avait fait ça. Enfin, en fait, on passe notre journée à discuter. Et puis si on n'a pas fini, on va déjeuner ensemble. Et puis si on n'a pas fini, on va... Enfin, c'est un journal où les gens discutent beaucoup. Par exemple, il y a une vraie question qui s'est posée à un moment sur les déclarations des uns et des autres sur l'euro. Donc c'est un journal, et ben voilà, on a fait une discussion, tout d'un coup tout le monde s'est arrêté de travailler, l'euro, et qu'est-ce que t'en penses, et tout ça. Et c'est passionnant parce que il y a une ébullition intellectuelle permanente. Alors, pas dire que je suis une grande intellectuelle, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais en tout cas c'est stimulant, il se passe des choses. Et des fois, du coup, ce travail en collectif, ça doit permettre de prendre du recul sur des sujets où des fois on est à fond dans un sujet, on s'enfonce un peu dedans, et puis du coup, on veut demander l'avis de ses collègues, ça doit être hyper bien pour prendre du recul, bien sûr. Des pistes. Ah non, mais personne n'a la science infuse de toute façon. De toute façon, moi là, toujours avant d'écrire ce papier que je viens de faire et qui est tout court, c'est pas le problème, mais j'avais la personne qui suit le FN qui est en face de moi, qui est un journaliste qui est plus expérimenté que moi, parce qu'il a plus de 60 ans. Donc, je lui ai dit, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu vas mettre dans ton article, et puis ça, et puis un jour, alors comme il a lui aussi, il est plus rédacteur en chef effectif, mais il a un grade de rédacteur en chef, je relis pas ses papiers, mais en revanche il peut me les envoyer pour info, pour savoir ce qu'il y a dans le journal, ou si la responsable du site internet a un doute, un soir elle est en train d'éditer un papier, elle m'envoie un texto, je suis chez moi, je relis l'article, je lui dis ce que j'en pense, on discute quoi, on parle tous en permanence, le samedi, le dimanche. Bon, on a quand même des petits espaces, mais c'est une grande conversation, en fait. De la patience. Il faut de la curiosité, il faut continuer à travailler, continuer à lire tout le temps, parce que c'est jamais fini. Et puis il faut surtout écouter, je pense... alors moi ça fait qu'1 an que je fais ça, mais il faut écouter beaucoup les gens qui sont sur le terrain, parce que par exemple j'avais quelqu'un de mon service qui était au meeting de Valérie Pécresse hier soir à Issy-les-Moulineaux, et en fait finalement il en sait plus que moi, parce que moi j'ai pas eu au téléphone Valérie Pécresse, j'ai pas discuté avec elle aujourd'hui. Lui il est allé voir, il a senti la salle. Il a pu me dire si elle était mauvaise ou bonne. Il a pu me dire quels étaient les points importants qu'il avait retenus dans le discours, même si moi j'avais pu le suivre sur Twitter. On remplacera jamais les gens qui sont sur place. Donc moi j'essaie d'aller à l'Assemblée, d'aller au meeting quand je peux. Je peux moins parce que tout simplement, comme il y a l'organisation de la rédaction, j'ai des conférences et il faut que je sois présente. C'est ce que le reporter, lui, il vit sa vie. Et donc je pense que c'est ça le plus important, c'est de les écouter. Pour pas partir dans des mauvaises directions, parce qu'en général, celui qui est allé voir, il a plutôt raison. D'accord. Alors, mon souvenir le plus impressionnant, c'est d'avoir assisté j'avais assisté à une messe de Benoît XVI, et je vais vous expliquer pourquoi elle était importante. C'est parce que c'était en Cisjordanie. Et donc, c'était à Bethléem. Et donc, il y avait une messe à Bethléem qui s'est transformée en manifestation, à la fois pour la Palestine et puis en défense des chrétiens d'Orient. Et donc on était sur la place qui est face à l'église de la Nativité, qui est une toute petite place en réalité, et il y avait le pape qui était là, il y avait les gens qui chantaient, c'était une messe chantée et qui revendiquaient en même temps, et en fait c'était vertigineux parce que tout était là, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois les chrétiens d'Orient, il y avait le conflit israélo-palestinien, et puis il y avait ce pape tradi qui était là en face,
et qui pour le coup avait tenu un discours plutôt rassembleur, mais c'était vertigineux parce que tout était là, on a l'impression d'être au centre de tout. C'est vrai que quand on commence moi commencer en politique, c'était comme recommencer à être journaliste. Tout simplement parce que le rapport avec les sources est très compliqué. Parce que les politiques sont des gens qui ont envie de faire carrière, donc ils ont besoin des journalistes, mais en même temps, ils n'ont pas besoin tout le temps des journalistes. Donc et puis il faut apprendre à gérer la relation, parce que le problème c'est qu'un homme politique, on va le suivre peut-être pendant 10 ans ou 15 ans. Donc il va y avoir des périodes où on va se fâcher, des périodes où il ne va plus vous parler, et puis des périodes où ça va recommencer. Donc c'est une relation qui n'est pas une relation amicale, qui est une relation professionnelle, mais qu'il faut gérer. Et donc moi j'ai coutume d'utiliser la métaphore de l'élastique, c'est-à-dire qu'il faut avoir un élastique qui soit bien tendu. C'est-à-dire qu'il ne casse pas, mais il ne revient pas non plus dans la figure. Il faut vraiment en permanence réfléchir où on est, d'où on parle, dans quelle situation on se place. Donc la politique, en ça, c'est compliqué. D'ailleurs, moi, j'ai commencé par me fâcher avec quelqu'un qui ne m'a pas parlé pendant 6 mois. Dès le premier article, et je me suis dit, il va falloir doser, ou bien... Mais on peut aussi se fâcher avec les gens, c'est pas grave. Enfin, il faut admettre qu'il y a des moments où les gens ne parlent plus. Après, Marianne, c'est un peu différent parce que ce journal désespère un peu les femmes politiques. Parce qu'ils se disent, finalement, ils ont fait une couverture avec marqué « Dégagé », où il y avait Marine Le Pen, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai à faire là? Parce que moi, politique, j'imagine qu'un des 3 sera sans doute président de la République, donc je serai dans une des écuries. Qu'est-ce que c'est que cet objet bizarre? Pendant longtemps, on a été qualifié de centriste révolutionnaire. Donc il y a une espèce d'inquiétude vis-à-vis de l'objet Marianne, ce qui est assez drôle. Et en même temps, il y en a d'autres que je trouve plutôt malins pour le coup. Et par exemple, des membres des Républicains qui, au contraire, m'appellent pour passer des tribunes parce qu'ils savent que dans le journal, on a une rubrique qui s'appelle Chiche, ou bien alors où ils sont pas forcément, on ne pense pas forcément comme eux, mais on laisse la parole aux gens. Et donc ils savent qu'ils auront peut-être toujours une possibilité de convaincre quelqu'un. Et comme on a un lectorat provincial, ils se disent qu'il y a peut-être un coup à jouer, quoi. Donc c'est assez marrant, assez intéressant le rapport des politiques avec Marianne. Et vous pouvez en refuser certains, par exemple, des fois pour cette tribune, jamais leurs opinions sont vraiment trop éloignées de la ligne du journal? Alors, c'est pas moi qui trie, mais on passera pas des propos qui relèvent de la loi, tout simplement. C'est-à-dire, on passera pas d'injures, on passera pas de propos racistes. Voilà, de toute façon, notre limite, elle est là. Après, quand on se retrouve, et puis on n'aura pas envie forcément de donner la parole à certaines personnes, par exemple. Je sais pas, on n'a jamais passé de tribune de Florian Philippot, en tout cas depuis que je suis là, et je pense pas qu'on l'ait jamais fait. On n'a pas envie. De toute façon, c'est pas comme si on avait 70 propositions toutes les semaines. Hein. Il faut les écrire, les tribunes, il faut qu'elles soient calibrées. Donc il n'y a pas tant que ça de politiques qui en proposent. Enfin, c'est pas pléthore, mais effectivement, il y a des gens. Bon, déjà, en fait, on n'aura pas spécialement envie de les passer, mais ils n'auront pas spécialement envie de nous les proposer non plus. Donc le problème se pose pas vraiment. Alors déjà, il faut les connaître. Ça, c'est vraiment une part super importante. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé journaliste politique, j'ai pris un cahier parce que je ne comprenais pas absolument tous les enjeux entre parce que on connaît tous les enjeux généraux, mais quand on les suit vraiment, il faut savoir qui est ami avec qui. Parce qu'à l'époque, par exemple, il y avait la bande des mousquetaires. Donc c'était, alors vous allez rire parce qu'aujourd'hui ils sont plus amis du tout, mais c'était Jean-François Copé, Bruno Le Maire, François Baroin et Valérie Pécresse. Et ils avaient décidé de se mettre tous les 4 ensemble, en gros, pour obtenir des choses auprès de Nicolas Sarkozy, des changements de ligne, mais aussi plus tard des postes. Et puis ils ont fini par tous s'entre-déchirer. Et ça a trouvé son apogée d'ailleurs dans la bataille pour Bercy, où Baroin et Le Maire se sont battus et Baroin a gagné. Ce qui peut être d'ailleurs, ce qui peut indiquer d'ailleurs ce qui pourrait se passer en 2022, par exemple. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une bagarre, chez les cadras, c'est vraiment une bagarre fondatrice. Donc moi, j'ai assisté à ça, mais auparavant, j'avais bossé, c'est-à-dire que j'avais pris un grand cahier, et puis j'avais vu qui était ami avec qui, et puis j'ai demandé des rendez-vous, je suis allée les voir, en sachant que quand on est journaliste politique, il y a quelque chose d'assez pratique, et je sais qu'Hélène Begmézian, vous en avez parlé de ça quand elle est venue vous voir, c'est les déjeuners.
moi j'ai un groupe qui existe depuis 2010. Alors après ça a un peu bougé parce que des affectations ont bougé, mais et on est 4 ou 5. On demande des rendez-vous aux politiques, on les invite à déjeuner. On est de 5 médias différents, on les interroge. Alors c'est du off. Après on peut discuter si on veut sortir quelque chose, on discute entre nous et puis on voit et puis c'est quelque chose qu'il faut discuter. Et très vite, on commence à avoir une idée des relations entre les uns et les autres. Et donc, à partir du moment où les relations personnelles se sont dessinées, qui sont parfois contradictoires avec les relations, qui sont à mettre en regard, des relations politiques, une fois qu'on a dessiné tout ça, on a une cartographie dans la tête assez précise. C'est-à-dire que là, c'est intéressant de voir pourquoi Xavier Bertrand ne veut pas que Nicolas Sarkozy vienne à son meeting qui a lieu ce soir. En Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et tout simplement parce que Xavier Bertrand a été pendant longtemps le ministre dans un gouvernement François Fillon alors que Nicolas Sarkozy était président de la République, qu'il a l'impression d'avoir été maltraité. Il a été secrétaire général de l'UMP, il a l'impression d'avoir été maltraité par Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, il veut s'affranchir, il veut être candidat à la primaire présidentielle des Républicains, donc il ne veut pas être sous la tutelle de Nicolas Sarkozy. Donc en fait, l'histoire des deux hommes explique ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc il faut connaître, parce que souvent, en fait, en politique, les petites histoires qui paraissent comme ça un peu basses, un peu pas très intéressantes, ça peut expliquer ensuite des alliances, des recompositions qui vont se faire. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre comme exemple ? Par exemple, il y a un truc très fort qu'il faut comprendre. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui au groupe Les Républicains à l'Assemblée, c'est de voir qu'ils ont été traumatisés, certains, par le RUMP. Le RUMP, c'était le groupe éphémère créé par François Fillon lors de sa bataille avec Jean-François Copé. Et donc, ils avaient fait scission. Et puis ensuite, ils sont revenus. Donc, il y a plein de gens qui sont traumatisés parce qu'on avait séparé le groupe UMP et qu'ils avaient l'impression qu'on allait vers l'implosion de leur parti. Donc, il y a pas mal de gens qui réagissent comme ça en disant il faut rester ensemble, il faut rester assemblés parce qu'ils se souviennent de ce qui s'est passé. Donc, il y a des petits traumatismes comme ça, tac, 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 et qui laissent des traces dans l'histoire politique, peut-être même dans 5 ans. Donc, donc la façon, pour répondre à votre question plus précisément, la façon, c'est de demander des rendez-vous, de les voir et surtout d'aller au meeting. Alors moi, j'ai eu de la chance, c'est que souvent en politique, les journalistes plus anciens, il ne faut pas hésiter à demander à les voir parce qu'ils aiment bien raconter. Et donc, mais il y en a un par exemple qui m'a expliqué, quand tu arrives à un meeting, tu arrives la première et tu pars la dernière. La première parce que ça permet de compter le nombre de chaises, qu'on ne vous raconte pas des histoires, parce qu'au meeting, ils sont toujours en train de dire, on était 3000, en fait, on compte les chaises, il y en avait 750, donc il faut apprendre à compter, ça c'est un truc de base. Et les journalistes, les politiques commencent à respecter quand on voit qu'on n'avale pas toutes leurs bêtises. Ensuite, partir la dernière pour discuter, pour voir comment les gens ont pris le discours, pour aussi réfléchir sur la façon dont il a été formulé, les phrases qui ont été mises en avant. Enfin, il y a beaucoup de décryptage à faire des discours.